Moi, je vais être obligé des fois de parler de normes, mais de parler aussi de ce qu'on peut considérer comme étant pratiquement des vérités nouvellement révélées. Nouvellement, en tout cas, sur lesquelles il y a un consensus de plus en plus. Je ne vais pas être très fort dans la comparaison et surtout dans la présentation de résultats parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul. En réalité, si vous entrez dans le net et que vous voyez les stratégies de financement, vous verrez qu'elles sont toutes très récentes. Et la stratégie de financement est justement le document le plus important parce que c'est lui qui dit voilà ce que je veux faire. Et c'est à partir de cette planification que l'on peut après apprécier les résultats. Mais pour moi, une occasion comme celle-là, on ne peut pas la rater quand on sait que malheureusement, c'est des espaces qui manquent beaucoup et c'est en cela que je voulais féliciter la COSAS. Donc je voulais vous féliciter parce qu'en réalité, je le dis souvent, c'est un grand manque dans notre pays. Il n'y a pas d'espace de discussion. Et surtout dans le domaine de la santé où il y a une forte densité intellectuelle et tout, et les gens ne discutent jamais de santé. Jamais. En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup des espaces où on discute. Les gens sont dans leur coin à dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, ok, mais ça ne marche pas là. C'est pas ce qu'on attend d'un cadre. Un cadre, quand il dit c'est pas bon, il doit être à mesure de proposer quelque chose. Et je crois que des espaces comme celui-là devraient faciliter justement des échanges et des contributions. Le contexte, parce que je crois que si on campe bien le contexte, on comprendra la complexité de l'affaire. Parce qu'en réalité, on verra que ce n'est pas seulement qu'une question de santé. Ce n'est pas seulement qu'une question de santé. Ça, c'est extrêmement important de se le dire dès à présent. Quand on parlera de couverture sanitaire universelle, on verra que ce n'est pas que de la santé. Le contexte, il est connu, c'est un contexte de rareté de ressources. De plus en plus, des arbitrages difficiles vont se faire et cette rareté des ressources est accentuée par une mauvaise utilisation des ressources. Ce que je dis là est dans le rapport sur la santé dans le monde de 2010. Je ne parle pas du Sénégal, je suis à l'échelle du monde. Et parlant à l'échelle du monde, je suis en train de parler des pays en développement parce qu'en réalité, on gaspille plus chez le pauvre. Donc ici, si on voit bien, quand on dit une moyenne de 40% de gaspillage, on peut s'imaginer que le gaspillage est encore plus fort dans les pays les moins avancés. Donc c'est déjà un problème. Déjà, c'est insuffisant, on n'utilise pas au mieux. Autre chose aussi qu'il faut tenir en compte dans ce contexte, c'est la forte concurrence dans la mobilisation des ressources à tous les niveaux. Au niveau secteur et dans le secteur. Au niveau sectoriel, quand vous allez à l'arbitrage budgétaire, tous les ministres qui passent, quand ils ont fini de parler, on a envie de leur donner tout le budget. Le ministre de la Santé va vous dire, si on n'est pas en bonne santé, on ne produit pas, gna gna gna. Le ministre de l'Intérieur, j'ai choisi forcément expert de l'Intérieur parce que c'est d'actualité, va vous dire s'il n'y a pas de sécurité, les investisseurs ne viendront pas, ça va se répercuter sur l'emploi, la jeunesse, ça va être une bombe. Voilà, vous lui donnez tout. Le ministère de l'Agriculture, la même chose. Donc il va y avoir une forte concurrence et cette forte concurrence fera que l'espace fiscal sera de plus en plus réduit. Ce besoin aussi de rechercher de l'efficience. On ne peut pas continuer avec ce gaspillage-là. Il faut rechercher de l'efficience et cette recherche de l'efficience se fera en mettant en exergue des résultats. Et ces résultats, il faudrait l'avoir forcément en allant le plus loin possible. Si on veut avoir des résultats de santé, il faut aller là où vivent les gens. Les gens vivent où? En zone rurale. Vous avez vu à quel point la dimension, santé communautaire, docteur Hélène et moi, nous étions ensemble la semaine passée parlant de santé communautaire. C'est la voie pour atteindre les populations, c'est la voie pour faire les résultats et c'est la voie de l'efficience. Et allant dans le monde rural, on va travailler à réduire les inégalités d'accès aux soins. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Réduire les inégalités d'accès aux soins. C'est tellement important que je le cite toujours en essayant de faire des comparaisons, ce que je vais éviter de faire aujourd'hui. Quand on lit le discours du président de la République du Sénégal, le 20 septembre 2013,
quand il lance la CMU, je crois que ça va être peut-être une des rares fois où je vais employer le terme, il parle de réduire les inégalités d'accès aux soins. C'est un fort discours pour l'équité d'accès. Et c'est ça la couverture universelle, en réalité. Donc, nécessité d'atteindre les destinataires des services, on va travailler à cela. Ceci a encore rendu plus important, parce qu'il y a une importance justement de la population rurale et de ses difficultés d'accès. Mauvais état des routes qui rend difficile même les stratégies avancées. Si on veut se déplacer pour aller trouver les gens, c'est difficile. Il s'y ajoute que certaines zones sont totalement enclavées, à certains moments de l'année complètement coupées du reste du monde. Donc il nous faudra justement voir comment tenir compte de ce contexte. Le faible niveau d'alphabétisation et d'accès à l'information, je fais exprès de le mettre tout simplement pour dire que quand on parle de prestations de santé, ce n'est pas que soins. L'information sanitaire, dire aux gens comment ils doivent manger, dire aux gens comment ils doivent vivre, concourt à améliorer la santé des populations. Donc c'est un point extrêmement important. Et comment communiquer avec ces gens aussi? Quel effort nous devons faire pour nous faire entendre, pour faire en sorte que des porteurs de cette information soient multipliés autant que possible par le biais justement de l'approche communautaire. Insuffisance des moyens, insuffisance sur des ressources humaines, c'est un problème. C'est un problème extrêmement important. On le verra quand on va parler de la définition de la couverture sanitaire universelle. On verra que l'intrant numéro 1 pour la couverture universelle, c'est les ressources humaines. Insuffisance des moyens de locomotion, responsabilisation des collectivités territoriales. Dr Daff le disait tantôt en parlant du rôle que les collectivités territoriales pourraient jouer, surtout les collectivités locales. On verra dans le développement des mutuelles. J'ai la conviction que le niveau d'enrôlement, le niveau de recrutement le plus pertinent, c'est la collectivité locale. La mise en commun pouvant se faire à un niveau supérieur, au niveau départemental, par exemple, pour avoir le nombre qui est extrêmement important quand on parle de mutuelles de santé. Enfin, des exigences citoyennes et une revendication de plus en plus forte de démocratie sanitaire. Vous ouvrez le journal, vous voyez, je raconte ça souvent, quand je travaille au ministère, je quitte jamais chez moi sans voir le journal. Il y a un journal, là, bulletin d'information à 7 heures. 7 heures. 7 heures, là, vous verrez des gens avec des brassards rouges, là, ils vont dire on n'a pas d'infirmier, on n'a pas de poste de santé. Alors, quand vous voyez ce journal-là, vous pouvez aller au boulot. Il n'y a rien de plus grave après. Hein? Ça passe vers 6 heures en français et vers 7 heures en Wolof. Ben tu sais, c'est interdit de faire la pub. Hein? OK? Alors, ça, c'est le contexte. Mais c'est le contexte dans lequel pratiquement tous les pays de la sous-région vivent. J'ai pris deux pays qui ont une particularité, c'est qu'ils sont loin en termes d'organisation, en termes de performance économique, mais ils sont très proches dans la protection sociale. Dans la protection sociale, j'ai été très surpris quand j'ai découvert ça, c'est qu'ils sont en queue vraiment les moins protégés, socialement si je puis dire, c'est la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Guinée, hein, qui sont vraiment... Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Donc ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Si j'enlève le titre Côte d'Ivoire, je mets le Sénégal, serez-vous dépaysé? Non, vous ne serez pas dépaysé. Hein? Pas du tout. Oui, hein, Guélevi dit pas du tout. J'enlève Côte d'Ivoire, je mets Mauritanie. C'est la même chose. Oui, donc, en réalité, la région vit les mêmes problèmes. OK? Prochain slide. C'est le cas de la Guinée. Vous voyez, ce sont les chiffres qui changent. Vous voyez, est-ce qu'on peut revenir sur l'autre? Sur le premier, vous voyez, vous avez 108, vous avez 67, 84, c'est exactement la même chose. Exactement. Hein, c'est malade, un peu plus malade, quoi. C'est tout. Hein, mais c'est exactement la même chose. Alors, vous voyez, tous les pays de la sous-région sont à peu près au même stade. Okay. Donc, il nous faut justement sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui, en réalité, tranche réellement par rapport à ce qu'on avait voulu en 1978. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe en 1978? Soins de santé primaires,
Alma-Ata, on devrait aller vers quoi? Vers la santé pour tous. On peut avancer? OK? Là, on est à 40 ans. 40 ans après Alma-Ata. Et puis, les deux slides, là, je les aurais passés en août 78. Ils seraient d'actualité. Je vous assure, ils seraient d'actualité. Août 78. Parce qu'Alma-Ata, c'est septembre 78. Je les aurais passés en août, ce serait valable. Ce qui changerait, c'est le nombre de morts, quoi. Mais il y aurait toujours beaucoup de morts. Si on les rapporte à la population générale, on est à peu près dans les mêmes proportions. Donc, il faut bouger. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Le premier mouvement se fait avec les OMD, où on inclut justement des OMD santé pour montrer à quel point c'est une préoccupation à l'échelle du monde, c'est une préoccupation pour amener les populations au développement, nécessité d'avoir une population en bonne santé. C'est bon, slide? Alors, il faut changer. Il y a une quasi-unanimité qui se fait. C'est normal que le premier coup de semonce vienne de l'OMS. Quand il y a une situation sanitaire qui ne s'améliore pas, celui qui est responsable, par définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est elle qui a mandat aux Nations Unies de s'occuper de ça. Mais très rapidement, vous voyez, si vous rappelez les éléments du contexte, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes de santé. Il y a des externalités sanitaires qui ne sont pas positives, c'est sûr, mais c'est des problèmes qui sont autres que sanitaires, c'est des problèmes de développement. Et donc, du coup, vous voyez, on quitte la sphère spécialisée de la santé. Il y a un rapport dont j'ai parlé tantôt, c'est le rapport sur la santé dans le monde de 2010. Au plan africain, il y a une prise de conscience nette avec la déclaration de Tunis de juillet 2012, qui constitue une sorte d'appropriation du discours contenu dans le rapport de 2010 au niveau africain. Et à l'échelle du monde, il y a cette grande réunion, cette résolution de l'Assemblée générale du 12 décembre 2012. C'est d'ailleurs pourquoi c'est devenu la journée mondiale de la couverture universelle. Et c'est à cette occasion que Dr Daf avait accompagné le président de la République récemment au Japon. C'était le 12-12-12. Ça se retient très facilement. C'est juste des 12. Okay? 12 décembre 2012. Donc, résolution de l'Assemblée mondiale. Et juste après, avec la fin des OMD, vous avez les ODD qui reprennent la couverture sanitaire universelle comme élément important. Alors, cette prise de conscience au plan mondial sonne au niveau des pays aussi. Et ce qu'on constate et qui est extrêmement important, c'est qu'en réalité, les politiques s'engagent. Les politiques veulent de la couverture universelle. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, avant cet engagement, ceux qui ont travaillé dans le secteur, les anciens, je vois Fallou, Daf, Guéléu et autres, ont passé notre temps à chercher des arguments, je vois Dieu aussi, on passait notre temps à chercher des arguments pour convaincre les grands décideurs, pour dire il faut en mettre dans la santé. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. Si les populations ne sont pas en bonne santé, il y a des pertes de production. On passait tout notre temps. Mais maintenant que c'est les politiques eux-mêmes qui disent ce qu'ils veulent, c'est une opportunité énorme. On devrait, nous, techniciens, tout de suite réagir. J'ai mis ici les photos de pays que j'ai appuyés pour leur stratégie de financement. C'est peut-être quelques petites dimensions seulement de comparaison. Vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Tchad. Donc, la liste est longue en réalité pour une raison très simple, c'est que les politiques sont aussi à l'écoute des populations. Quand les populations revendiquent ce besoin de santé, dans les programmes politiques, il y a justement cette prise en compte de la dimension santé. On peut? Alors, que veulent-ils les politiques? Ce qu'ils veulent, c'est ce que nous voulons aussi. La santé est mieux distribuée dans le pays et financièrement accessible à toute la population. En réalité, c'est ça la couverture universelle. La couverture universelle, c'est des prestations de santé de qualité disponibles sur l'ensemble du pays auxquelles peuvent accéder les populations sans entrave financière. OK? Et ça, c'est extrêmement important.
prestations sanitaires disponibles sur l'étendue du territoire, prestations sanitaires de qualité disponibles sur l'étendue du territoire, auxquelles les populations peuvent accéder sans difficulté financière. Si on comprend bien ça, là, vous voyez tout de suite ce que je vous avais dit il y a 20-30 minutes, on voit l'importance du prestataire. S'il n'y a pas de prestataire, il n'y a pas de prestation. Et c'est en cela que la couverture universelle est toujours pour moi une opportunité extraordinaire pour le personnel de santé. Ça donne du sens à notre job. Il n'y a pas meilleur plaidoyer pour une reconnaissance de l'apport des personnels de santé que la couverture universelle. Pour une fois, on ne parle pas des personnels, on parle des prestataires. Qui est contre la production de prestations pour les populations où qu'elles se trouvent? Qui est contre? Personne n'ose même pas être contre. Personne n'ose être contre. Et à partir du moment où il y a un consensus sur ça, est-ce qu'il ne devrait pas être facile de trouver un consensus pour de meilleures conditions de production de ces prestations? Le premier intrant dans la production des prestations, c'est qui? Eh, les gars, vous allez bouger, hein? Bon, je ne suis pas seul à parler là. C'est qui? C'est le prestataire, n'est-ce pas? OK? Donc, c'est le prestataire. Non, c'est extrêmement important. Donc, l'équité d'accès est améliorée si on a la première chose. L'équité d'accès est améliorée. Ce n'est pas parce qu'on est né à 400 km d'ici qu'on ne va pas voir un médecin. Ce n'est pas parce qu'on est né à 300 km qu'il faut faire 200 km pour être dans l'aide au diagnostic. Aide au diagnostic. Je ne parle pas de traitement, hein? Aide au diagnostic. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Alors, si on réalise ça, il y aura justement une équité d'accès. Oui, j'ai bien dit, si on réalise ça. Et ça, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne peut pas juger des performances de la couverture universelle 3 ans ou 4 ans après sa mise en œuvre. Ce n'est pas vrai. Ceux qui portent un jugement ont tout faux. C'est une construction de longue haleine. Alors, les gens ne savent pas, donc forcément, il y a du scepticisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas loin. C'est pas vrai. Oui, vous pensez qu'on peut mettre des prestations partout? C'est pas vrai. Il n'y a même pas d'infirmiers. Oui, mais on n'a pas dit qu'on le fait demain. C'est notre ambition. Il faut avoir cette ambition. Il faut aller à son rythme. Le rythme du Mali ne sera pas le même que le rythme du Sénégal. Donc, scepticisme, c'est sûr, par méconnaissance du sujet. Méconnaissance. En réalité, ça a posé de grands problèmes, cette histoire de couverture universelle. De par son nom, d'ailleurs. Quand on a parlé de, je vais parler encore de CMU, de couverture maladie universelle, hop, les gens de la santé ont foncé. Maladie, c'est nous. Non, non. C'est pas, vous voyez, c'est pas la maladie. Justement, un de mes anciens à l'OMS, que Daf et Aubakri connaissent bien, Jean Perrault dit que lui, il ne travaille pas à l'OMM, Organisation mondiale de la maladie. Il dit, moi je travaille à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Alors ce qu'on veut, c'est la santé. On ne veut pas lutter contre la maladie, on veut la santé. Parce que vouloir la santé, c'est empêcher que la maladie vienne. Mais on n'est pas dupe, on sait qu'elle viendra. Et quand elle viendra, on la prendra en charge. Mais l'ambition, c'est de lutter contre les maladies évitables. N'est-ce pas? OK? Donc, ici, là, cette incompréhension a causé beaucoup de tort dans certains pays. Selon le niveau de compréhension de ce concept, certains pays ont été plus lents que d'autres. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps à comprendre la chose. Mais bon, chacun comprend aussi à son rythme. Alors, donc, on a un engagement sans précédent des politiques et je pense franchement que sur ce coup-ci, parce que nous sommes toujours prompts à dire les politiques, mais sur ça, là, ils sont en avance sur nous. Ils ont au moins été dans leur rôle. Moi, je veux ça. Un politique, c'est ça. N'est-ce pas, Daf? Un politique dit, je veux ça. Oui, mais vous savez, quand un politique dit, je veux ça, moi, j'ai la naïveté de croire qu'il faut le trouver dans ce qu'il veut et lui dire, voilà comment on fait ce que tu veux. Le président dit, je veux la couverture universelle. Il ne sait pas comment on fait. On ne lui demande pas de savoir comment on fait. Lui, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une vision. C'est là qu'on attend le politique. Ils l'ont là, tous. OK? Lui, il a dit, je veux que vous soyez
à Gorée. Mais à nous de voir comment aller à Gorée. Il veut seulement qu'on soit à Gorée. Mais voyons comment aller à Gorée. Là aussi, c'est la même chose. Je veux la CSU. Nous, on va lui dire comment faire pour aller à la CSU. Alors donc, que s'est-il passé? Mauvaise traduction par les techniciens de l'ambition politique affichée. Dans certains pays, on a dit, oui, les gens ne peuvent pas accéder aux soins. Hop. Qu'est-ce qui empêche d'accéder? C'est le prix de la consultation. C'est la barrière à l'entrée. Il faut lever la barrière. On rase gratis. Ouais, pour vous dire à quel point le président ne l'avait pas dit, le 17 novembre au forum, on était ensemble, Dr Daf. Celui que l'on disait avoir passé la commande, c'est une commande, moi je l'appelle, c'était même le vocabulaire de ces gens-là, c'est une commande politique, il disait. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. On rase gratis là. Ça n'existe nulle part. Voyant Dr Lee en face de lui, il a même dit, ce n'est pas un régime communiste. Ça n'existe nulle part. Oui. Il a parfaitement raison. Quel est le pays au monde qui a les moyens de soigner gratuitement? Même dans notre culture, ça ne marcherait pas. Il paraît que quand on va chez le marabout, après il faut amener un poulet, je vous assure. Et en fait, il y a eu dans beaucoup de cas de la précipitation. Précipitation, obsession du résultat. J'aime bien Daf quand il parle des 75%. Il a raison. 75%, c'est quoi? C'est comme quand le président Senghor disait en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'est ça. C'est comme les OMD. Vous voyez, c'est même ne pas être crédible que d'être dans la protection sociale et de pouvoir imaginer construire ce chiffre en 2013 et 2017. Mais si c'était possible, ça se saurait. Et les gens viendraient apprendre ici. On ne peut pas, dans un régime non obligatoire où les principaux motifs de recours aux soins sont rendus gratuits, faire un bond de 55 points en 4 ans. Sinon, nous serions des génies. Vous voyez, donc c'est extrêmement important. Et ça, malheureusement, ça a entraîné une précipitation. Non, dans cette affaire, on se presse lentement. Incapacité à saisir cette opportunité et à la traduire en acte. Oui, nous n'avons pas saisi l'opportunité. Quand le président dit « je veux », je lui dis « voilà comment ça se fait ». Une explication justement à cette précipitation, c'est la méconnaissance du sujet et de sa dimension qui fait sa complexité. Quand on parle de couverture universelle, les gens croient que c'est le ministère de la Santé. Les gens ne mesurent pas l'étendue du problème. Couverture universelle, c'est réduction de la charge de morbidité. Et je donne toujours un exemple simple. Le directeur général de la santé invite à déjeuner le directeur de l'hydraulique du Sénégal. Le directeur général de la santé présente au directeur de l'hydraulique la carte des maladies liées à l'eau et obtient du directeur de l'hydraulique dans le programme de forage que la répartition des forages se rapproche de la carte des maladies liées à l'eau, je vous assure qu'il y aura beaucoup moins d'enfants qui souffriraient de diarrhée et il y aurait beaucoup moins de médicaments à acheter et les performances de la direction au travail masse s'amélioreraient. Vous voyez que ce n'est pas une action médicale. C'est tout simplement faire en sorte que les ministères qui ont des compétences les exercent pleinement, mais les exercent sous notre influence, de sorte à ce que leur mission ait une externalité positive pour la santé. Donc, la question de l'ancrage aussi est une question essentielle. La question de l'ancrage, la CSU, c'est où? Est-ce au ministère de la Santé? Est-ce au ministère du Plan? SSS? Voilà, ça s'est posé un grand problème. La question des gratuités, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gratuités. Quand dans certains pays, ils parlent de renforcer la gratuité, nous, on a tendance à le dire du côté de là où je bosse, parler plutôt de rationaliser la gratuité. Parce que renforcer la gratuité, c'est creuser davantage le déficit. Parce que si on dit que tous les enfants de moins de 5 ans ne payent pas, oui,
soins gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Mais le président, il a raison quand il le dit. Mais c'est à nous, techniciens, de dire que l'enfant de Guéleui, lui, il n'est pas concerné, parce qu'il bénéficie de l'imputation budgétaire de son papa. L'enfant de l'autre qui travaille à la banque centrale n'est pas concerné. Il a une assurance. L'enfant de l'autre n'est pas concerné parce que... Et donc, on les enlève. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Le ciblage. On est dans une situation extraordinaire où nous manquons de ressources et nous nous privons de ressources. En fait, cette mesure-là, comme celle qui concerne la césarienne haute, si on la lit bien, elle enrichit grandement les compagnies d'assurance. Je donne un exemple simple. Je n'ai plus d'enfants de moins de 5 ans, mais si j'en avais aujourd'hui, je serais dans l'incapacité d'envoyer une facture de remboursement alors qu'on me coupe ça à la base. Okay? Donc, voilà. Faiblesse dans les initiatives et le plaidoyer pour la mobilisation de ressources, absence de stratégie d'avancer vers la cession. J'ai mis ça tout simplement pour montrer que tous ces pays-là maintenant ont compris que pour aller avoir la couverture universelle, il faut dire comment on y va. Il n'y a pas une voie, non. Chaque pays va y aller en fonction de son contexte, en fonction de ses moyens, en fonction des rapports de force qu'il y a aussi dans le pays, dans les arbitrages budgétaires. Parce que ce sont ces rapports qui vont déterminer la capacité à mobiliser des ressources pour le secteur. Okay? Il est certain qu'un pays comme le Mali, aujourd'hui, la priorité de l'allocation budgétaire se fera au profit du ministère de la Défense. Voyez, hein? Tout simplement parce que l'insécurité tape à leur porte. Okay? Ce qui va être différent des îles du Cap-Vert, par exemple. Hein? N'est-ce pas? Okay? On continue. Alors, il parle de la demande, c'est ça. Alors, la couverture universelle, si vous voyez bien, encore une fois, le contexte, vous comprendrez que c'est trois choses. C'est trois choses. C'est d'abord, rappelez-vous la définition, prestations sanitaires de bonne qualité disponibles partout. Donc, disponibilité effective. Donc, si on parle de couverture universelle, c'est ça, d'abord. J'ai une police d'assurance de très bonne qualité. Je suis remboursé à 100%. Je vais à Marsassoum. J'ai des maux de dents. J'ai des maux de dents. Est-ce que je suis protégé? Vous voyez que mon assurance ne me sert à rien. Donc, en réalité, le plus important, c'est la prestation. L'assurance, c'est une modalité d'accès. Donc, première chose, la production. Deuxième chose, et là je voulais aussi préciser pourquoi les couleurs ne sont pas les mêmes. Les couleurs ne sont pas les mêmes tout simplement, et c'est fait exprès parce que vous allez lire dans certains documents que pour aller à la couverture universelle, il faut marcher sur les deux jambes, sur l'offre et la demande. Mais c'est ça, c'est le piège. Le personnel de santé va vous dire, non, c'est vrai, la dimension multisectorielle, l'action sur les déterminants, on connaît, la prévention. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous les mettez ensemble, ça se fera au détriment des déterminants de la santé. C'est normal que le personnel de la santé soit sur ce qu'il sait faire le mieux. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est soigner. Aller discuter avec le service des eaux. Ils ne savent pas trop. Et donc, il faut le sortir. Et le sortir permet justement d'avoir des actions claires dans le domaine de la multisectorialité. Et ça a aussi un autre avantage, c'est qu'après l'arbitrage budgétaire, le ministre de la Santé, quand il va à l'arbitrage budgétaire, il va se battre au maximum pour avoir le plus de ressources possible. Mais le lendemain de l'arbitrage budgétaire, il va nouer des alliances avec les autres. Il va aller rencontrer le ministre de l'eau. Il va lui dire, mais ce que vous avez, c'est très bien, vous aurez même dû avoir beaucoup plus que ça. Vous gérez le secteur le plus important. Il va négocier avec lui pour avoir cette carte-là. Il va aller discuter avec le ministre des Forces armées. Puis il dit, franchement, avec les effectifs que vous avez, les jeunes, vous aurez dû avoir plus. Parce qu'il a besoin du ministre des Forces armées. Il sait que les Forces armées recrutent de plus en plus de filles.
et ces filles ont toutes le bac. Et ces filles pourraient être des sages-femmes militaires. Et si elles sont sages-femmes militaires, elles aident à couvrir les zones difficiles. Là où la fille de Farba et la nièce de Awa Hélène ne veulent pas partir. Oui, donc ce sont des alliances comme celle-là qui vont se nouer après et qui vont renforcer les moyens du ministère de la Santé. Okay? Donc protection contre les risques financiers, c'est tout ce que fait Dr Daf en matière d'assurance et en matière d'assistance médicale. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre, on n'est pas contre l'assistance médicale. Mais on dit que l'assistance médicale doit se faire après un ciblage rigoureux. Il ne faut pas, au nom de l'équité, faire de l'inéquité. Il y a une équité chaque fois qu'on aura fait bénéficier un droit à quelqu'un qui, en réalité, n'est pas éligible à ce droit-là. Ça, c'est de l'inéquité. OK? On continue? Alors, comment y arriver? Comment y arriver, c'est ça. Et pour y arriver, il y a trois piliers, les piliers que j'ai présentés. Donc, il faut améliorer l'offre en quantité, en qualité, en équité, limiter les risques qui affectent la santé, en travaillant sur les déterminants sociaux. Vous voyez, c'était le troisième bloc qui était ici, et réduire les risques. Pour le faire, on est obligé aussi de solutionner trois problèmes. C'est la question des moyens, insuffisance des ressources. Rappelez-vous le contexte, on avait parlé de rareté des ressources. OK? Si on veut le solutionner, il nous faut des ressources. La santé a un coût. Il ne faut pas qu'on se le... la santé, ça coûte forcément. OK? Lutter contre les inefficiences et combattre autant que possible le paiement direct qui constitue une barrière à l'accès. Et ce paiement direct est dû tout simplement à la faiblesse de l'assurance maladie universelle. OK? C'est bon? Alors, donc c'est un chemin assez compliqué. Vous voyez, c'est très complexe. C'est pas simple. Les gens croient qu'on est à la couverture universelle. Hop, ça marche. Les gens m'interpellent, moi, dans la rue parce qu'ils pensent que je travaille encore au ministère de la Santé. Ils me disent, mais c'est une couverture universelle, mon. Quand elle a commencé? Mais on est mort. On est dedans depuis Mathusalem. Lui, il pense que ça va commencer quand on lui dira, maintenant, tu peux aller à l'hôpital, tu ne paieras rien. Ça ne commencera jamais, alors. En 2040. OK? Ça, j'ai justement essayé de lister 14 conditions qui sont un peu collectées par rapport aux expériences vécues dans les différents pays pour avancer vers la couverture universelle. Première chose, on ne peut pas tout faire tout de suite. Ça, il faut être clair là-dessus. Couverture universelle ne veut pas dire solutionner tous les problèmes de santé tout de suite. Non, il nous faut commencer par quelque chose. Il y a un paquet que l'on doit définir. Et ça, il faut être très clair. Et ce paquet, il va différer d'un pays à un autre. Pourquoi? Parce que la situation épidémiologique n'est peut-être pas pareille si on est aux îles du Cap-Vert ou si on est en Guinée, par exemple. C'est différent. Et donc, du coup, le paquet de base, on peut concevoir que ça ne soit pas le même. Deuxième chose, il faut redéfinir la carte sanitaire. Couverture universelle, c'est une ambition. Je veux que tous les Sénégalais, moins de 5 km. On vient de définir une norme. La carte sanitaire n'est rien d'autre qu'une norme. Donc, il faut réviser la carte sanitaire. Je ne veux plus qu'un Sénégalais fasse plus de 200 km pour faire de l'aide au diagnostic. Donc, maintenant, il faut avoir un hôpital, parce qu'ici, l'aide au diagnostic se fait réellement au niveau hospitalier. Pour y arriver, donc, il faut un hôpital départemental. Vous voyez, on révise la carte sanitaire, redéfinir, on évalue les gaps, avoir un plan de marche. Le plan de marche, c'est le plan d'investissement. OK? Parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc, il faut plus de ressources humaines, plus d'infrastructures, plus d'équipements, mieux répartis, avoir des incitations pour les zones difficiles. Et une des premières incitations pour les zones difficiles, ce n'est pas de l'argent, c'est la rotation du personnel. C'est le plan de relève. Parce que l'argent, là, de toute façon, c'est un piège. Vous n'y arriverez jamais. Par contre, si les gens savent qu'ils y vont pour 2 ans, 3 ans, ils sont relevés,
les gens vont tourner, les gens vont y aller. Pourquoi les gens ne veulent pas y aller? Ils ont cette crainte, une fois affectés, d'y être oubliés. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas y aller. Mais s'ils savaient qu'ils y vont pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils iraient même pour préparer les examens. Troisième chose qui est extrêmement importante quand on va aller à la couverture universelle, c'est accroître la productivité. On ne peut pas aller à la couverture universelle si la production est faible. La production, c'est quoi? C'est davantage de consultations, davantage de soins, davantage. Okay? Donc, il faut que les services fonctionnent. Il faut qu'on travaille matin et soir. Voilà. On a le droit d'être malade à 16h30. Voilà. Il faut être sûr, quand on est malade à 16h30, qu'on est pris. Donc, ici, il y a des incitations. Le financement basé sur les résultats est une incitation. Les primes. Et pour y arriver aussi, il faut une sorte d'engagement patriotique de tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne que la couverture universelle, là, c'est un engagement collectif. Si vous allez au Japon, justement, Dr Daf parlait du Japon. C'est vrai que comparer le Japon et le Sénégal sur ce plan, bon, c'est un fossé, mais vous voyez que c'est des questions qui sont des questions nationales. Il y a quelque part du patriotisme là. Parce qu'on est conscient aussi que le bénéficiaire, c'est nous autres, là, acteurs. On ne peut pas aller à la couverture universelle avec des grèves tous les 5 jours. C'est pas possible, ça. Okay? Quatrième chose qui est importante, c'est l'action sur les déterminants. On ne n'ira à la couverture sanitaire si on fait l'économie des maladies évitables. Le principe est simple, c'est de soigner mieux en soignant moins de gens. Ici, ce qui manque, c'est ça. Hein? Soigner mieux en soignant moins de personnes. Si on est bon dans la prévention, si on est bon sur les déterminants, si on arrive à contenir la charge de morbidité, ceux qui, malgré tout ça, tomberont malades seront mieux pris en charge. Vous êtes mieux pris en charge quand vous êtes 20 malades que quand vous êtes 63 malades. Toutes choses restant égales par ailleurs. Cinquième chose importante, c'est l'améliorer la gestion des intrants. Quand on va à la couverture universelle, c'est rupture égale 0. C'est ça l'ambition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rupture un jour. Mais il faut avoir cette ambition-là. On ne peut pas justifier des ruptures. Non. Quand on fait de la gestion de stock, il n'y a pas de rupture. Encore moins de péremption. C'est du gaspillage. Vous voyez, nos 40% de perte des déficiences, c'est là qu'on a justement. OK? Et le médicament a été identifié comme une des sources les plus, en tout cas, fréquentes de gaspillage. Okay? Donc, pas de rupture de médicaments, pas de rupture de film de réactifs. Non, on n'admet pas qu'au service de labo radio, qu'on commence par vous dire cet examen, on ne le fait plus. C'est une catastrophe. Quand vous entendez ça, la structure est en train de décliner. Elle est en train de décliner tout simplement parce qu'on a mal utilisé les ressources. Et une entreprise de prestation de services, c'est connu. Il y a 3 destinations qui sont incontournables pour les ressources. Il faut de l'argent pour l'outil de travail. Il faut des ressources pour le personnel qui pose l'activité. Et il faut des ressources pour les usagers qui fréquentent la structure. Vous voyez, si on ne respecte pas une de ces 3 destinations, la structure décline. C'est valable pour Air France, c'est valable pour l'hôpital de Ndioum. Toutes les entreprises de prestation de services sont soumises à cette obligation-là. 6e chose importante, c'est ça. Il faut qu'à chaque prestation corresponde une contrepartie financière. Ça, là, c'est la base même du fonctionnement d'une entreprise. Si vous produisez sans contrepartie financière, bientôt vous ne produirez plus. Vous ne produirez plus. Il n'y a pas de secret. Je m'excuse, on s'en fiche de qui paye, mais il faut que quelqu'un paye. OK? Et c'est en cela que le terme gratuité n'est pas bon. Parce qu'on a l'impression que personne ne paye. En plus, gratuité, ça porte même atteinte à la notion de citoyenneté. Citoyenneté. Si on disait qu'il est subventionné par la nation au nom de la solidarité, les gens reconnaîtront qu'ils doivent quelque chose à la nation. Mais c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. OK? On va changer de vocabulaire. Allez, 7. Donc, bannir ou minimiser le point. Alors ça, c'est important. Ça, c'est la question aussi qu'on a vérifiée partout. On n'ira pas à la couverture universelle si l'assurance n'est pas obligatoire. OK? L'assurance volontaire, c'est la complémentaire. L'assurance de base, elle est obligatoire. Mais alors,
obligatoire ne veut pas dire un policier derrière chaque Sénégalais, parce qu'il en manquerait des policiers. Obligatoire, c'est de l'obligation intelligente. On va par exemple dire, et c'est en cela que pour aller à la couverture universelle, les réformes sont importantes, et chaque secteur peut apporter quelque chose. On va par exemple dire, j'ai des femmes en face de moi. Et les femmes sont intéressantes dans l'affaire, parce qu'en réalité, celle qui gère la santé familiale, c'est une femme. Ces femmes-là, la majorité bénéficient du microcrédit. J'ai discuté avec Dr Daf là-dessus. Et Dr Daf a commencé déjà à travailler sur ça. On va dire quelque chose de simple. Pour bénéficier d'un microcrédit, entre autres pièces à fournir, il y a un papier qui atteste de l'adhésion à un dispositif d'assurance maladie. Okay? Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est dans la loi. Le Sénégal l'a mis dans la loi. D'autres pays aussi ont fait la même chose. Mais ça demande beaucoup d'explications et beaucoup de sens des réformes. Les réformes, il faut changer. Et chaque secteur a les moyens d'apporter quelque chose. Vous voyez, par exemple, ici, un point très important. Les fonctionnaires qui sont ici, quand ils sont malades au niveau départemental, ils ne sont pas couverts. Ils ne sont pas couverts au niveau départemental. Parce que l'imputation budgétaire n'est éligible qu'à l'hôpital. Et l'hôpital, généralement, est dans le chef-lieu de région. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train de facturer à l'État du Sénégal les soins les plus chers. Le malade du département de Nioro, il passe devant le centre de santé et il va aller à l'hôpital de Kaolack et on va présenter une facture à l'État du Sénégal et la facture hospitalière coûte forcément plus cher que la facture du centre de santé. Oui? Donc ici, il y a des choses que l'on peut faire. Okay? Alors, j'insiste aussi sur la dimension informelle. Mais l'informel, il est bien maîtrisé. Si vous allez à l'ANSD, on vous donne l'effectif. Il fut un temps, il y avait 2 700 000 et quelques mille acteurs de l'informel. Donc, ils sont connus, en fait. Et avec ces gens, on peut faire des choses. Okay? 8, subventionner les cotisations des indigents. Oui, absolument. On ne peut pas, dans une société, dire ces gens-là, ils ne peuvent pas, on ne s'occupe pas d'eux. Non. Mais il faut que ça s'adresse réellement à ceux qui en ont réellement droit. Okay? Et éviter une chose aussi, éviter les approches de groupes. Les groupes ne sont jamais homogènes. Jamais homogènes. Les enfants de moins de 5 ans, les plus de 60 ans. Mais les plus de 60 ans sont tellement différents. Moi, j'ai plus de 60 ans, moi, maintenant, là. Oui, moi, j'ai plus de 100 ans. Hein? N'est-ce pas? Non, beaucoup plus. J'ai plus de 100 ans. Et je n'ai rien à voir avec le gars qui a 100 ans, qui est ici. Oui. Et ce que Daf disait est entièrement vrai. On a des processus inachevés et qui coûtent cher. En fait, le plan Sésame, beaucoup de gens l'ont jugé, fustigé et autres, alors que le plan Sésame n'est pas achevé jusqu'à présent. Le plan Sésame n'existait que par la discrimination qui était possible entre le fonctionnaire, celui qui relève de l'IPRES, et l'autre, ce qui n'existe pas jusqu'à présent, ok? Mais ça va solutionner. Mais en tout cas, ce qui est important, encore une fois, dans les pays, c'est d'éviter les mesures de groupe. 9e chose, et ça aussi c'est important, c'est la séparation des fonctions de vendeur et d'acheteur. Le docteur Daf a beaucoup insisté sur la fonction contrôle. En fait, s'il n'y a pas cette séparation, la fonction de contrôle est diluée. Et le contrôle est au cœur de la protection sociale. La propension à la fraude est presque normale dans ce domaine-là. Les gens vont essayer de surfacturer, de sous-déclarer, et il faut le contrôle. Et quand on parle de contrôle, on ne parle pas de contrôle comptable. On parle de contrôle de prescription. Celui qui contrôle là, c'est un médecin conseil. C'est lui qui a expertise à dire à son homologue médecin par rapport à ça, nous ne pouvons pas payer parce que cette prescription-là n'est pas pertinente. Ça, ce n'est pas un comptable qui parle à un médecin, c'est le contrôle par les pairs. Okay? Donc, c'est extrêmement important. Et ça, je crois que c'est déjà une décision prise, séparation des fonctions de vendeur et acheteur. Le ministère de la Santé est le vendeur.
accroître le financement, effectivement, il faut l'accroître, mais ça va être de plus en plus difficile par le budget. L'engagement de 14% d'Abuja tient toujours, mais soyons réalistes, il va être encore plus difficile parce que cet engagement avait été pris avant que ne souffle le vent des infrastructures dans ces pays. Et l'augmentation du budget du ministère des Infrastructures étant supérieure à l'augmentation du budget global, ça se fait forcément au détriment d'autres postes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va se battre pour avoir des ressources. Quand je dis on, je parle du secteur de la santé, mais il faut se battre. Et une fois ce combat fini pour avoir des ressources, avoir l'intelligence de nouer des alliances avec les autres pour que dans l'exécution de leur propre mission, qu'ils mènent des activités qui ont justement des externalités positives pour la santé. Okay? 11, donc, améliorer l'efficacité de la dépense, effectivement l'efficience. 12, le partenariat. On ne peut pas tout faire, c'est pas vrai. On n'a même pas le temps de tout faire, même si on avait les ressources. On ne pourrait pas tout faire. Il faut faire. Il faut travailler avec d'autres. Et il y a des expériences. Il y a une expérience concluante qu'on a montrée il y a 2 semaines à directrice régionale de l'OMS. Ce qui s'est fait à Mour en partenariat avec le Fonds FONSIS est un exemple patent de la possibilité d'élargir l'offre de santé en nouant des partenariats avec le privé. Et ce partenariat peut encore être davantage productif si certains allègements fiscaux étaient accordés à ce privé qui n'a pas de but lucratif. Okay? 13e chose, il est important dans un pays qui va aller à la couverture universelle d'avoir une stratégie. La stratégie, c'est comment je fais pour y aller. Et vous voyez, dans la stratégie, il y a une dimension offre, il y a une dimension demande. En fait, tout ce que fait le Dr Daf est bien dans la stratégie. Enfin, il faut une gouvernance forte. Et la gouvernance forte, c'est quoi? C'est une gouvernance capable d'opérationnaliser la multisectorialité. La gouvernance ne peut pas se faire au niveau du ministère de la Santé. Les gens sont d'égale dignité. Les ministres sont d'égale dignité. Vous avez vu, il existait un comité interministériel sur la CMU. Il y a eu une convocation de réunion. Une seule fois, aucun ministre n'est venu. Donc, le lieu par excellence du bon exercice de la multisectorialité, c'est à la primature. Et une fois l'ancrage fait à ce niveau, mener des réformes, faciliter les réformes, il sera plus facile de faire les réformes à ce niveau-là. Okay? Est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Vous voyez, rappelez-vous le scepticisme du début? Oui, c'est possible. C'est possible tout simplement si on se dit que chacun y va à son rythme. On va au marché avec ce qu'on a. Il n'y a pas de course là. On n'est pas en concurrence avec Jean ou Paul. On y va à notre rythme. OK? Alors, que savons-nous? C'est ça. C'est une urgence de longue durée. On n'est pas pressé. C'est comme le baobab. Celui qui le plante, il y a peu de chances qu'il mange du fruit. OK? Mais on le plante, on arrose, et on fait en sorte que celui qui remplace arrose encore mieux. Réforme de structure, il faut être imaginatif, il faut réformer. Un peuple conservateur n'ira pas à la CSU. Réformer, changer les choses. Pouvoir dire, on faisait comme ça, maintenant on change. Et qu'on cesse de nous dire, on ne l'a jamais fait. Oui, c'est maintenant qu'on va le faire. Qu'on cesse de nous dire, il n'y a pas les moyens. C'est en le faisant que les moyens viendront. Les fondations sont profondes, une question de responsabilité à tous les niveaux, la volonté de construire une nation solidaire, c'est une question éminemment politique et une construction continue. Je vous remercie.